Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision, via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de cette semaine marquée par des doutes qui apparaissent chez les investisseurs concernant les valorisations et les performances des grandes valeurs technologiques américaines liées notamment à l'intelligence artificielle, et puis de plus en plus de doutes également sur la capacité de la Réserve fédérale américaine à enchaîner avec une nouvelle baisse de taux à l'occasion de son meeting de décembre qui se tiendra les 9 et 10 décembre précisément. Tout ça fait peut-être vaciller un petit peu quelques convictions. En tout cas, tout cela est un prétexte à prendre des profits après une année où les performances des différentes classes d'actifs auront été plus que solides. Discussion à suivre bien sûr sur ces sujets de marché avec nos invités dans un instant. Du côté des situations budgétaires, il y a bien sûr la situation française et je ne vous ferai pas l'affront de vous décrire la situation budgétaire française dans cette émission. En revanche, on peut s'intéresser également à une situation budgétaire toujours compliquée, celle du Royaume-Uni, avec un horizon qui se rapproche puisque le Royaume-Uni doit présenter un budget le 26 novembre prochain et visiblement le Premier ministre Keir Starmer et sa ministre des Finances Rachel Reeves sont prêts à abandonner l'idée d'une augmentation des impôts sur le revenu. Il faudra néanmoins combler un trou de 25 à 30 milliards de sterling pour le budget 2026 au Royaume-Uni. La pression des marchés monte à nouveau avec des rendements obligataires qui se sont passablement tendus, spécifiquement côté britannique. Pauline Gratel vous en dira un peu plus dans son point de marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois, nous ferons un point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF, que ce soit les tendances en termes de flux, de collecte ou en termes de nouveaux lancements de produits. Et c'est Olivier Maltès, le directeur des investissements d'Altéis, qui sera notre invité comme chaque mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est une semaine qui se termine par une séance de baisse assez générale sur les indices actions. Oui, en Europe, tous cèdent plus de 1,5%. Le CAC repasse sous les 8200 points après le record à 8300 points inscrit hier. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en territoire négatif de plus de 1% pour le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Une baisse assez générale donc sur fond de doute sur une nouvelle baisse des taux de la Fed lors de sa réunion des 9 et 10 décembre et sur fond aussi de doute sur les valorisations élevées des techs américaines. Commençons par le sujet de la Réserve fédérale américaine du coup, Pauline. Les marchés estiment qu'il y a autant de possibilités que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base ou qu'elle les laisse inchangés. De plus en plus de représentants de la Fed sous-entendent qu'une baisse est loin d'être acquise. En même temps, Jérôme Powell l'avait lui-même indiqué. Par ailleurs, la Maison-Blanche a confirmé que le rapport sur l'emploi d'octobre serait bien publié, mais certainement sans le taux de chômage. Et puis la question des valorisations, notamment sur la tech américaine, revient au centre du jeu. Non pas que ces valorisations soient particulièrement plus élevées aujourd'hui qu'il y a 15 jours, mais en tout cas, c'est un sujet qui inquiète désormais les investisseurs. Oui, ce sujet avait donc commencé à inquiéter les investisseurs au début du mois avec des niveaux qui défient les lois de la gravité. Le déclencheur, ça avait été Palantir lors de sa publication. Et plus récemment, c'est Oracle qui inquiète sur l'ampleur des investissements colossaux annoncés dans l'IA sur les prochaines années. Depuis le 1er novembre, il y a donc 2 semaines, le titre plonge de 20%. Et puis à propos de tech, un mot d'Ubisoft qui a surpris le marché ce matin en appuyant sur pause. Oui, quelques minutes avant d'annoncer les résultats du premier semestre et sans explication, Ubisoft a décalé la publication s'inédiée et demandé la suspension de sa cotation à Paris. Cela peut être interprété comme le signal d'importantes annonces à venir qui pourraient influer fortement sur le cours de bourse. On rappelle que le titre Ubisoft plonge de 50% depuis le début de l'année. Le marché s'invite par ailleurs dans le débat budgétaire au Royaume-Uni à 2 semaines de la présentation d'un budget. Oui, Rachel Reeves et Keir Starmer abandonnent leur projet d'augmentation
l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Ce revirement inattendu inquiète puisque cette mesure visait à augmenter les recettes pour combler le déficit. Dans ce contexte, les taux longs britanniques s'envolent de 15 points de base pour le rendement à 30 ans, au-delà de 5,30%, et aussi de 15 points de base pour le rendement britannique à 10 ans, qui évolue autour de 4,55%. Qu'en est-il des autres grands marchés obligataires dans ce contexte, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans reste stable autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance remonte un petit peu autour de 2,70%. Sur le marché des changes, plusieurs mouvements sont à signaler. Le yen recule après que le Premier ministre a écarté l'idée d'une hausse des taux d'intérêt. La livre sterling recule aussi, tout comme le dollar. Le dollar qui s'est stabilisé ensuite avec un euro-dollar autour de 1,1630. Du côté de la microéconomie, quelques publications encore, et notamment celle de Richemont, avec un titre qui bondit de 5% et plus même après cette publication de résultats. Oui, la croissance de ces ventes accélère au deuxième trimestre, et ce, malgré les tarifs douaniers de 30%. Les ventes sont supérieures aux attentes, en hausse de 14%, tirées par les États-Unis et par l'Asie. Au sujet des tarifs douaniers, à noter que les États-Unis et la Suisse viennent de conclure un accord pour réduire les droits de douane à 15% sur les produits suisses. Et puis Alstom a également fait état d'une solide publication. Oui, et le titre figurait même en tête du SBF 120 et en hausse de 5% au meilleur de la séance. Alstom fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le premier semestre de son exercice 2025-2026 et relève ses objectifs de croissance organique et de chiffre d'affaires. Quels seront les événements marquants attendus la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? La semaine prochaine, on prendra connaissance des résultats de Nvidia publiés mercredi après la clôture des marchés. Côté macro, aux États-Unis, on regardera la production industrielle du mois d'octobre et aussi les PMI préliminaires pour le mois de novembre. En zone euro, on prendra connaissance de l'inflation en seconde lecture pour le mois d'octobre et aussi de l'inflation britannique pour octobre mardi. Merci beaucoup, Pauline Gratel, avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse, et elle vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Christian Parizeau nous accompagne également, économiste bien sûr et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et un autre macro guy, Florian Yelpo avec nous, le responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Qu'est-ce qui doit nous inquiéter Florian, je sais pas, c'est visiblement c'est le narratif pour conclure cette semaine, les inquiétudes, on l'a rappelé avec Pauline, concernant la capacité de la Fed à délivrer de nouvelles baisses de taux, des inquiétudes concernant les valorisations atteintes dans certains segments de marché, notamment autour du thème de l'IA aux États-Unis. Est-ce que ces inquiétudes sont légitimes ou est-ce que c'est un simple narratif de marché, comme on dit ? On a deux types d'inquiétudes devant nous. On a des inquiétudes de court terme et de plus long terme. Alors le plus long terme, c'est la valorisation. On en parle à loisir. Sur la partie court terme, on s'inquiète peut-être de la meilleure des situations, c'est-à-dire on commence, enfin, en tout cas, j'ai l'impression c'est trop beau pour être vrai, quoi. On a peur de la croissance, on a peur en fait que les États-Unis aient bien bottomé, aient bien marqué un plus bas cyclique au cours du mois précédent et qu'on s'apprête à découvrir justement avec les chiffres qui vont être publiés à la fin, maintenant que le shutdown est derrière nous, qu'on se rende compte en fait que le marché de l'emploi aux États-Unis va pas si mal que ça, que le taux de chômage reste résolument bas et qu'effectivement il y a une dégradation dans certains secteurs qui est plutôt d'ailleurs quelque chose de structurel. On a une espèce de déversement qui est lié, bouleversement en tout cas de la main-d'œuvre qui est lié aussi au changement technologique. Donc on a peur que la croissance aille mieux qu'on ne le pense parce qu'une partie du narratif de la montée des marchés reposait sur le fait que la Réserve fédérale puisse baisser ses taux de multiples fois. Et on nous l'a dit au précédent meeting, comme vous le rappeliez, de la Réserve fédérale. Jérôme Powell nous indique qu'il n'est pas acquis, en tout cas, qu'on puisse bénéficier d'une baisse de taux en décembre. On est à 50-50. Notre prévision côté Lombard, c'est qu'on devrait avoir une baisse de taux en décembre, mais que ce serait une baisse de taux qui préfigurerait d'une pause dans le cycle monétaire. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que la croissance aille mieux qu'on ne le pense? On ne le pense pas, on sort de notre comité d'investissement global et globalement le consensus de l'intégralité des gérants auxquels je parle aujourd'hui, c'est on est prêt à racheter les baisses de marché pour le moment. Donc good news doit être vu comme good news.
Une bonne nouvelle reste une bonne nouvelle, surtout pour le marché action. Le seul moment où on s'est fait un peu prendre à contre-pied, c'était 2022. Mais les taux sont passés de 0 à 4%. Ah oui. On parle pas du tout du même narratif. Là, on va se priver peut-être de 0,25, 0,50, baisse de taux. Est-ce que c'est une raison pour fuir les marchés actions? On voit encore beaucoup d'opportunités dans ces marchés-là. Ouais. Bon, sur le plan macro, qu'est-ce qu'on va effectivement découvrir avec le retour de données, tout ou partie des données qu'on n'a pas eues aux États-Unis pendant ces 43 jours, Véronique? Je partage, oui, volontiers ce qui vient d'être dit, hein, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sources d'inquiétude. La véritable source d'inquiétude, alors peut-être qu'on n'a pas complètement éliminé le sujet, est autour de la réforme fiscale. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même faire des concessions et puis finalement le gouvernement fédéral va pouvoir fonctionner jusqu'en fin janvier. Donc cette histoire-là n'est pas terminée. Non. Et la grande question, me semble-t-il, d'un point de vue des perspectives 2026, c'est est-ce que finalement le gouvernement aura la latitude d'abaisser les impôts, de distribuer des crédits d'impôt comme il l'a annoncé, et parce que finalement cette réforme fiscale, c'est ce qui tient l'essentiel des perspectives 2026 aux États-Unis et donc quand même pour l'essentiel du reste du monde. Et c'est ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de mal à envisager une croissance inférieure à 2%. Parce qu'on sait bien que ces avantages fiscaux vont finir par être payés par l'Américain moyen, par des baisses de dépenses. Enfin, dans un premier temps, politiquement, le politique fonctionne bien, Ah oui. on distribue du crédit d'impôt à tout le monde. Oui. Et ça, c'est du fuel, exactement. Donc, l'inquiétude, ce qui pourrait gêner les marchés, et en ce sens, heureusement, j'ai envie de dire que la Fed s'est ravisée, c'est pour moi la question de la partie longue de la courbe des taux. Et on le voit bien. D'ailleurs, ce qui se passe au Royaume-Uni est jamais totalement anodin quand on regarde les marchés occidentaux. Mais ces tensions persistantes sur la partie longue de la courbe des taux, qui sont liées à ce qui se passe sur le front budgétaire et au risque d'une Fed trop accommodante, donc in fine moins gardienne de l'inflation, ce risque-là me semble encore assez important. Et c'est peut-être la mauvaise nouvelle, effectivement, que redoutent les marchés. Si la Fed ne baisse pas ses taux, donc n'agit pas quelque part pour contenir ce risque de hausse des taux longs, et si la croissance est trop forte l'an prochain, parce que effectivement, ça passera sans doute, me semble-t-il, à la fois par une hausse des prix des matières premières et puis une croissance plus forte. Si le cycle est meilleur, tous les actifs cycliques doivent normalement en profiter. Tout à fait. Sur la question des parties longues de courbe, un point qui n'est pas anodin, c'est que la Fed va pouvoir réinvestir quand même une partie de son bilan désormais. Et ça compte pas pour rien, visiblement. Ça compte pas pour rien. Est-ce que ça rassure pour autant les investisseurs? D'abord, il faut voir jusqu'où elle actionne, elle intervient. En général, les parties très longues, je pense que c'est pas pour rien si ce sont les 30 ans qui tirent depuis. Et parce que c'est quand même pas la priorité des interventions de la Fed. Jusqu'à maintenant, voilà. Mais effectivement, c'est un point, mais qui est à double tranchant, parce que d'un autre côté, on peut se dire, oui, mais enfin, la Fed, elle intervient alors qu'elle ne devrait pas intervenir. Et précisément, elle risque d'être d'autant plus sanctionnée par la partie qui n'est pas sous contrainte de ces interventions. Voilà. Donc, je pense, pour moi, l'essentiel des préoccupations tourne autour de ces sujets-là et beaucoup moins des sujets de croissance, même si, au bout d'un moment, quand les taux longs grimpent trop, ça finit par revenir dans la boucle des perspectives conjoncturelles. Ouais. Bon, mais ça veut dire que sur un 10 ans américain, 4% est un plancher qu'on n'enfonce pas comme ça, sans changement de scénario et changement de paradigme. Et d'ailleurs, la situation n'a pas bougé depuis un an. Il y a un an, on disait point bas 3,80 et puis ça remonte derrière. On n'a jamais touché 3,80, je crois. Oui, je crois pas. Et là, on est un peu dans la même configuration avec des 30 ans qui nous disent 3,80, on va peut-être l'oublier là. Christian, sur cette situation macro-américaine. Alors, un petit peu plus négatif. Allez, j'y vais un petit peu plus négatif. Alors,
pour première raison, c'est parce qu'on est dans une économie en cas, hein, avec des secteurs qui vont très bien, d'autres qui vont très mal. Et ça, c'est une source d'inquiétude. Alors, on va dire, oui, ce qui va très bien, c'est l'intelligence artificielle, c'est les investissements et data centers, mais avec un risque que vient de s'apercevoir le marché, que trop de croissance tue la croissance. C'est-à-dire que c'est pas de dire qu'il n'y a pas de carnet de commandes, c'est pas de dire qu'il y a une demande. Toutes les publications étaient exceptionnelles, hein, Palantir, Employé de matériaux encore hier soir, mais des réactions négatives, alors pour plein de petites raisons propres aux sociétés, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur un point clé, c'est on commence à se dire, est-ce qu'ils vont être capables de délivrer ce qu'ils ont promis? Est-ce que leurs carnets de commandes vont être là? Parce qu'aujourd'hui, on a des contraintes. Si vous prenez aujourd'hui les data centers, grosso modo, il y a près de la moitié, c'est le sud des États-Unis. Et là, ça commence à poser problème parce qu'on commence à avoir des politiques aux États-Unis qui s'opposent à la création des data centers parce que ça fait flamber les prix de l'électricité dans les régions où ils s'installent, puisque les prix de l'électricité sont libres aux États-Unis. Et donc, les gens commencent à mal percevoir ces data centers. Donc, on commence à avoir des autorités américaines qui commencent à ralentir dans les délivrances de permis de construire. On a une inflation du coût des data centers. Maintenant, c'est un demi-milliard de dollars, excusez-moi, 500 millions de dollars pour le moindre data center. Donc, ça commence à flamber en termes de coûts parce que derrière, toute la chaîne d'approvisionnement, c'est des prix qui commencent à grimper. Et donc, on a tout ce secteur qui va très bien, qui n'a pas de problème de carnet de commande, alors après, on pourra dire, est-ce qu'on a les poches suffisamment profondes ou pas? Il y a des acteurs qui veulent emprunter, donc ça rend naturellement cette thématique très sensible au taux d'intérêt parce qu'on sait que maintenant il y a du levier. Donc à partir du moment où on se dit qu'une fois que les hyperscalers ont consommé une partie de leur profit d'exploitation, maintenant si on veut un peu plus de croissance, ça passera par l'endettement. Donc ça explique aussi pourquoi ça devient une affaire ça devient un marché très sensible au taux d'intérêt, aux anticipations de la Fed, alors que pour 25 points de base, ça change rien sur le fond. Mais en tout cas, ça c'est un élément qui explique cette sensibilité, mais de l'autre, on a une vraie crainte qu'on n'arrive pas à délivrer pour des problèmes de tension sur les chaînes d'approvisionnement, pour des tensions d'application. Et Coreware, par exemple, a marqué les esprits par sa publication. Donc ça, c'est, je dirais, l'économie qui va bien. Alors, attention, je ne dis pas que ça va se retourner. Je dis juste que peut-être ce que vous deviez faire en 6 mois, vous allez le faire en 1 an. Mais aux yeux des marchés, au niveau de valorisation actuelle, attention, il faut bien se placer dans cette optique-là, 6 mois au lieu d'1 an, c'est pas la même chose. Et donc, ça joue forcément sur la valorisation. Donc ça, c'est l'économie qui va bien. Puis après, il y a toute la partie de l'économie qui va quand même assez mal. On le sent quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors on a des exemples micros, hein, c'est les licenciements qui ont été annoncés au niveau des opérateurs télécoms, par exemple. C'est le fait que finalement, quand on regarde les recettes fiscales de notre cher ami Trump, c'est une explosion de ses recettes sur les droits de douane, mais on a tout ce qui est recettes liées à l'impôt sur les sociétés qui est en train de faire le mouvement inverse. Et donc on a bien cet effet là aussi qui est en train de s'opérer. Donc ça veut dire que les entreprises américaines commencent à souffrir, elles souffrent de ces droits de douane. Alors, ça joue pas sur l'inflation, j'y crois pas du tout. Ça joue sur le fait qu'elles ont une pression sur leur marge et elles commencent à licencier. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, pour un Google... D'un point de vue macro, on va voir les marges des entreprises baisser. Et ça explique l'une des erreurs d'une des thématiques centrales qu'on avait jouées, c'était les small cap américaines. Ouais. Parce que les small cap américaines, on aurait dû les jouer normalement, avec une économie qui se porte bien, avec tout va bien, avec M. Trump qui va faire des baisses d'impôts, qui protège l'économie américaine par des murs de droits de douane. Cette semaine, c'est ce qui a un peu plus marché. À court terme, il y a eu des petits arbitrages. Mais on voit que ça s'essouffle très vite. Regardez les arbitrages sur ces valeurs, sur ces secteurs un peu plus cycliques et tout ça. On n'ose pas aller trop loin aussi. À un moment donné, on vend la tech pour aller sur ces valeurs-là, mais ça fait pas rêver. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai problème de chiffre d'affaires, de progression du chiffre d'affaires, de marge. Et donc, je pense que oui, c'est pas à vous dire que c'est la récession demain, c'est pas à vous dire que c'est l'économie qui a périclité, mais on a un vrai problème de croissance déséquilibrée aux États-Unis. Et cette croissance déséquilibrée, c'est un vrai frein à Wall Street. Donc, on est en train de s'apercevoir de ça sur Wall Street. Et ce qui m'amuse pas mal, c'est qu'on commence à avoir des brokers américains qui commencent à reparler de la surperformance de l'Europe en 2026. Ça m'amuse parce que, voilà, on est reparti à se dire que quand même, on a beaucoup joué les États-Unis, peut-être un peu trop, et il n'y a pas beaucoup de gras pour l'année prochaine si on veut jouer encore une progression des marchés parce qu'on a un peu éclusé les bonnes nouvelles du côté des États-Unis. Il y en a même qui parlent d'un vrai cycle de sous-performance des actions américaines pendant 10 ans. C'est Peter Oppenheimer, le stratégiste de Goldman. Non, mais il fait son coup. Voilà, il fait à 10 ans. Dans un an, il dira le contraire. Et il dit, à 10 ans, les actions américaines feront moins bien que les actions européennes, qui feront moins bien que les actions émergentes, et notamment que les actions chinoises et c'est parce qu'on sent qu'il y a un manque d'idées d'investissement maintenant aux États-Unis, parce qu'on a bien rincé, je dirais, et
Après, moi, en tant que macroéconomiste, la vraie question, c'est est-ce que cette croissance en K est tenable? Parce qu'à un moment donné, est-ce que la barre qui baisse ne va pas entraîner le reste de l'économie? Et ça, c'est une grosse incertitude pour les prochaines. Véronique et Oui, Florian. c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous, les macroéconomistes, parce qu'en réalité, et on le voyait très bien avec le peu de chiffres qu'on a eu, les chiffres de l'ADP. Quand on regardait par taille d'entreprise, ce sont les entreprises de plus de 500 salariés qui ont créé tout l'emploi. Les autres, je fais le petit calcul, j'ai enlevé, les autres sont en baisse d'emploi depuis 3 mois. Depuis l'été, en fait, on a eu un pic et ça, c'est pas bon signe. C'est pas du tout bon signe. C'est pas étonnant d'ailleurs que les small caps sous-performent dans l'ensemble, même malgré des petits à-coups. Et la question, est-ce que ça tient? Qu'est-ce qui l'emporte? Les grandes entreprises ont les moyens. Peut-être même, je me suis demandé, à vérifier, si le shutdown ne les poussait pas, à rafler des employés fédéraux à moindre coût en leur offrant un emploi, sachant qu'il y a quand même quelques problèmes de pénurie de main-d'œuvre, ou pour se substituer aux quelques services de l'État fédéraux. On ne sait pas, mais il y a vraiment quelque chose qui est totalement atypique. Et puis, ce qu'on avait montré, nous, au mois de septembre, c'était les écarts de productivité je crois que c'était depuis 2019, par secteur. Et là, on a des choses qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire qu'on a plus, en dehors de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies et de l'énergie, tous les secteurs américains sont en perte de productivité. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un élément qui commence à peser sur les embauches, bien évidemment, et qui peut expliquer. Donc, il y a beaucoup de fragilité. Mais j'ai l'impression que malgré tout, précisément, avec la réforme fiscale, c'est quelque chose qui peut maintenir à flot et camoufler, dissimuler encore ces questions-là, même si ça reste un gros sujet de vulnérabilité sur le moyen terme. Intéressant, parce que ce schéma en cas, on le retrouve dans la dissension au sein de la Réserve fédérale américaine, avec ceux qui veulent baisser les taux plus fortement et ceux qui disent non, au minimum c'est une pause. On ne parle pas encore de hausse de taux au sein de la Fed, mais voilà, on sent qu'il y a une dissension, une divergence des deux côtés du consensus. Ce schéma en cas, pour l'investisseur, qu'est-ce que ça implique? On continue d'investir toujours dans les mêmes sociétés aux États-Unis, ou est-ce qu'on peut découvrir le côté value du marché américain à un moment, Florian? On a une forme de retour du value ces derniers jours. C'est encore une fois un peu comme les small caps, ça va et ça vient. Non, juste sur cette économie en cas, évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On en parle beaucoup aux États-Unis. L'exemple que je donne, moi, c'est de regarder le taux de croissance des salaires par niveau de salaire. Avant 2022, les plus petits salaires avaient le plus fort taux de croissance et les plus gros salaires le plus faible. Et puis depuis 6 mois, 9 mois, cette relation d'ordre serait complètement inversée et les plus petits salaires, en lien avec cette notion de productivité, sont ceux qui progressent le moins vite. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on a ce problème d'économie en cas. Prenez les États-Unis versus l'Europe, vous avez la même situation. Le PIB par habitant aux US s'est mis à progresser comme rarement, alors que le PIB par habitant en Europe vraiment a de la peine depuis 4 ans à suivre la même dynamique. Vous prenez l'évolution des salaires contre l'évolution des profits et la distribution des profits, vous avez la même situation globalement. Donc il se passe quelque chose aujourd'hui qui fait qu'il y a des happy few qui sont bien positionnés pour tirer parti d'une situation et une masse qui a de la peine à s'en sortir. Je serais moins négatif globalement à moyen terme. Je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a une partie de l'économie mondiale qui est sensible au taux de la Fed et une partie de l'économie mondiale qui l'est beaucoup moins, voire pas du tout. Celle qui a bien profité de ces 4 dernières années, c'est plutôt justement cette économie qui est peu sensible au fait de vivre dans un environnement de taux élevés. Au contraire, les taux Fed, c'est des taux qui sont systémiques. C'est des taux qui ont une influence pour les émergents, même pour les Européens. Ça a une incidence. Les taux Fed, ils ont baissé de 150 points de base. Et lorsque les taux baissent, vous savez, on le sait tous autour de la table, ça met du temps à exercer un effet réel sur l'économie. Donc, une partie de nos vues 2026 consiste à dire, cette économie manufacturière qui peine un peu à convaincre, on pourrait la voir traverser une phase d'amélioration, justement, parce que les taux Fed, parce que les taux du financement en dollars ont été réduits. Mais ça prend du temps. Et on voudrait voir ça tout de suite. Alors évidemment, nous, quand on voit les ISM qui s'améliorent un tout petit peu,
lorsqu'on voit justement l'ADP qui finalement n'était pas si négatif que ça, en tout cas, on a interprété comme pas si négatif que ça. 58% des secteurs de l'ADP créaient des emplois, donc c'est pas négatif. On voit ça comme le bourgeon d'une forme de... alors c'est dur de dire reprise cyclique quand on n'a jamais eu de ralentissement. Non, oui, mais voilà, deux points bas, temporaires, ce qui anime un cycle. Voilà, il y a des phases dans le cycle. Mais ça veut et comme dire on disait, des secteurs très cycliques, je sais pas, dans de la chimie, de l'automobile, ces secteurs-là complètement en déshérence, désertés par tous les investisseurs de la planète, c'est ces secteurs-là qu'on doit pouvoir à un moment voir revenir au moins dans une fenêtre d'opportunité. oui, et la géographie. Alors, on fait partie de ces gens qui pensent que l'Europe, aujourd'hui, a encore son épingle à tirer du jeu ces prochains mois. Chaque début d'année, on l'a vu, les investisseurs révisent un petit peu leurs allocations et se disent ce qui a bien marché, on va en vendre un peu et on va acheter un peu de ce qui a moins bien marché. Bon, l'Europe, ça marche plutôt en début d'année. On pense qu'il y a encore de l'upside là-dessus. On aime beaucoup, alors c'est un tropisme évidemment, mais on aime beaucoup les actions suisses. Pas que pour la nouvelle d'une baisse, évidemment, des taux de droits de douane appliqués au pays, mais plus globalement, c'est une industrie. Enfin, on a une partie de nos noms qui sont très industriels, qui sont très liés justement au destin de la Fed. Alors, où on est quand même très dépendant au fait de ramener ces taux Fed in fine à 3,25, 3,50 Et ça amène pour la fin de l'année. négatif alors du coup. Non, parce que là vous êtes. C'est pas notre vue. La Suisse est d'accord. C'est pas notre vue parce qu'il y a un plancher à zéro. On en a déjà fait l'expérience. C'est quand même assez compliqué à gérer la barre globalement. Pour avoir envie de tenter à nouveau l'expérience des taux négatifs, elle est quand même très élevée. On n'y est pas. Et il faudrait qu'on observe une forme de déflation. En tout cas, c'est la communication de la Banque centrale. Là-dessus, on pense qu'il n'y a pas spécialement de doute à avoir. Et puis le retrait des droits de douane, c'était un peu la grande inquiétude déflationniste de notre côté, ne fait qu'alimenter. Elle ne fait qu'aller dans ce sens-là. Les flux, alors au quasi-terme de cette année 2025, vont dans le sens de ce que vous décrivez, Florian. Est-ce qu'on a vu quand même, notamment sur la partie action, parce que le dollar est baissé, ok, mais j'ai quand même l'impression que les actions américaines continuent d'attirer et d'aspirer beaucoup d'argent. Alors est-ce qu'on a quand même des flux aussi qui se redistribuent différemment? C'est une thématique forte. Les flux, aujourd'hui, ce qu'on observe, vont plutôt vers l'émergent. C'est-à-dire qu'on a plutôt une mécanique, alors qu'on peut lire comme une forme de substitution. On bouge de la tech US vers la tech chinoise parce qu'on se dit qui a fait ses preuves. C'est peut-être l'événement le plus important de l'année d'une certaine manière. Annoncé le week-end avant l'investiture de Donald Trump, on a tout dedans, le concentré de l'affrontement Chine-États-Unis à travers la dimension technologique et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qui est renforcé aujourd'hui par cet aspect investissement des entreprises américaines justement dans l'AI, qui est vu d'un mauvais œil parce qu'en partie financé par la dette. Alors ça, nos gérants qui suivent et qui suivent pas mal de sommets d'investisseurs à ce sujet-là ont un peu des doutes. La nature de l'investissement dans l'AI est un petit peu différente de ce qu'on a connu à la fin des années 90, début 2000, parce que c'est des investissements qu'on pourrait utiliser pour autre chose. Il y a encore, ces boîtes-là sont encore énormément cash riches. Une grande partie de l'investissement se fait au travers de leur propre cash. Bon, voilà, il y a des choses à repenser. Mais en tout cas, voilà. Et l'autre élément que je voulais mentionner, c'est les actions chinoises. C'est pas que de la tech. Voire même, c'est pas beaucoup de la tech. En fait, la tech, c'est plutôt la Corée. C'est pas que de la tech, mais c'est aussi d'autres industries qui ont fait particulièrement bien cette année également. Donc, il faut imaginer qu'il y a une forme de rotation globale. Dans la performance des actions chinoises, d'autres segments du marché chinois ont payé quand même. Exactement. Et c'est ce qu'on voit aussi. Enfin, les chiffres de la consommation chinoise ne sont pas catastrophiques non plus. Non, ce matin, c'était un peu on regarde juste la macro, une croissance de la consommation à 3%, je pense qu'en Europe, on en rêve. On l'a aux États-Unis, on l'a en Chine, on l'a pas en Europe. Encore une fois, ça crée des perspectives intéressantes. Maintenant, les grands groupes européens sont diversifiés, sont relativement pas chers en tout cas, et nous, on voit justement une forme de diversification là-dedans. On a déjà tous beaucoup d'actions américaines. Oui. En remettre, ce serait prendre peut-être trop de risques pour un gain trop faible de ce point de vue-là. Financer les capex d'IA par de la dette, donc ça c'est assez nouveau. Je crois que hier on disait que aujourd'hui les capex IA des Max 7 sont couverts à peu près à 70% par les cash flows. Néanmoins, ça veut dire qu'on arbitre différemment quand même la gestion de son cash flow et de son free cash flow. C'est pas les mêmes acteurs.
C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que si on prend les hyperscalers, les grands qui investissaient, au dernier chiffre que j'ai fait, là j'ai fait le calcul aux dernières publications, c'est 64% de leur profit d'exploitation qui va dans l'investissement intelligent. Donc eux, ils n'ont aucun problème. Hein. Les taux d'intérêt peuvent monter, descendre, tout ce que vous voulez. Ils ont largement... Oracle, ils sont en cash flow négatif, Oracle, par exemple. Par contre, c'est pas le cas. Voilà, c'est ça. Et Oracle est intéressant parce que tous les groupes... Enfin, quand on regarde la thématique de l'IA, les investisseurs ne prennent pas vraiment de risques autour de la thématique de l'IA. On regarde, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent ceux qui ont les poches pleines et qui peuvent investir et au pire supporter 2-3 années avec une moindre rentabilité, mais comme le reste de leur business est très bon, et puis de toute façon ils arbitreront entre leurs activités, vous inquiétez pas, Microsoft ne nous donne pas le détail sur ce que rapporte réellement l'IA et quelle est la rentabilité par rapport à ses autres business, et donc du coup ils offrent une vision assez positive de leur marge d'exploitation. Donc tant qu'ils publient ça, on n'est pas trop inquiet sur ces valeurs-là. Après, on a des titres comme Nvidia, AMD. Ce sont des gens qui bénéficient de ces investissements. Donc, eux, pas de risque. Hein. C'est un risque d'exécution. C'est un risque, éventuellement, s'il y avait d'un seul coup une grosse croissance de la concurrence et qu'ils ne maintiennent pas leur marge. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une telle demande aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à fournir la demande. Donc, c'est plus un risque d'exécution qu'on a, plus qu'un risque de baisse des marges. Donc, on a joué ces valeurs-là. Après, ce qu'on n'a pas joué, on n'a pas joué ceux qui sont tendus au niveau bilan et qui investissent parce qu'on ne sait pas le retour sur investissement qu'aura l'IA. Et là, on voit que Oracle, ça ne paye pas. Malgré ce qu'a dit Oracle, l'action a plutôt baissé parce qu'on commence à s'inquiéter en se disant on ne sait pas, il y aura l'endettement, il y aura la dette à payer, mais on ne sait pas ce que va rapporter leurs investissements. Et puis, on ne joue pas les valeurs qui pourraient profiter de l'IA. Et c'est là, quand même, ça montre, c'est quand même parce qu'on n'en est pas sûr, voilà. J'ai l'impression. Mais ça montre à quel point qu'il y a un problème dans le discours qu'on a aujourd'hui. Parce que quand vous interrogez les gens, tout le monde vous dit c'est une révolution, c'est génial. Mais pourquoi vous n'allez pas acheter les valeurs qui peuvent en profiter? Pourquoi vous n'allez pas acheter les valeurs qui sont sur la publicité, qui peuvent profiter de l'IA? On l'a fait. Publicis, je me souviens très bien du narratif derrière Publicis après ChatGPT sur l'année 2023. Publicis était vu comme un grand gagnant d'IA. Aujourd'hui, c'est un peu moins évident. Voilà. Et on commence à s'inquiéter. Vous avez maintenant SoftBank qui investit tout son argent sur OpenAI en laissant Nvidia et on le sanctionne boursièrement. Pourtant, on pourrait dire que OpenAI, c'est quand même lui qui doit en profiter quand même. C'est bien d'avoir les puissances de calcul, mais celui qui a les modèles, c'est quand même OpenAI. Mais on voit que les marchés sont très prudents parce qu'ils ne savent pas du tout si OpenAI va gagner un jour un centime, $1. Ouais. Donc c'est un vrai problème. Donc ça veut dire que les marchés sont quand même assez prudents vis-à-vis de cette thématique. On veut jouer ce qui est sûr dans cette thématique, mais on paye très cher. Et on hésite à jouer la vraie révolution. Parce que si vous voulez jouer la vraie révolution, achetez tout ce qui est médias, achetez tous les secteurs qui peuvent profiter de cette révolution. Et on voit que les gens sont très prudents. Juste un petit point pour finir. Vous lisez Call, vous avez toutes les boîtes quand elles ont publié leurs résultats, je parle hors secteur technologique, qui nous ont tous parlé de la révolution de l'IA, ça allait améliorer leur stock et tout ça, mais personne n'a réagi. La bourse n'a pas réagi à ça, donc ça montre bien qu'on est très très méfiant quand même sur derrière ce qui va. Il n'y a pas une prime IA qui s'installe dans des grands laboratoires pharmaceutiques, on n'en est pas encore dans des grands groupes de logistique. À la fin des années 80, voilà, en 99, il suffisait de dire mettre le .com pour que l'action monte. Bah là, les gens ont quand même appris. Donc ils se disent quand même, on veut voir maintenant. On veut avoir ce que ça rapporte réellement. Donc, c'est vrai. Pour 2026, ça peut être vrai. Si en 2026, vous avez la preuve que l'IA rapporte quelque chose et génère du profit, là, vous allez avoir un vrai rallye boursier parce qu'on va rejouer, mais non pas Nvidia, mais ceux qui profitent de Nvidia. Mais pour l'instant, il y a un vrai passage de mou, un coup de mou à avoir, parce qu'on est dans cette phase d'incertitude. C'est un problème, là, je veux bien qu'on redise un mot, le financement des CAPEX par la dette, ça doit faire résonner quand même au moins des alertes orange ou quelque chose comme ça, Florian? Il y a deux façons de le voir. On peut aller chercher, exhumer les vieux ratios, le CAPE de Shiller et puis l'indicateur de Buffett. Là, on est sur des niveaux... alors stratosphérique pour celui de Buffett, on est bien en dessus de la période 2000. C'est ça, exactement. Ouais. La capitalisation de marché divisée par le PIB. On peut regarder le CAPE de Shiller qui est un PER, un Price Earning Ratio. C'est ça. Voilà, exactement. Là, on se dit qu'on est, on doit être à 10% à peu près, 10-12% si je dis pas de bêtises, d'arriver sur les plus hauts de 2000. Donc, la question c'est ça. La question c'est la valorisation par rapport aux revenus générés par ces entreprises-là. Point barre. Elles peuvent s'endetter autant qu'elles veulent. Si les earnings, si les profits sont en rendez-vous, on n'en est pas là. Globalement, on n'est pas complètement inquiet parce que justement, on trouve que dans l'ensemble, parmi ces entreprises, en tout cas celles qui aujourd'hui sont chères,
on trouve que dans l'ensemble, ces résultats ronronnent relativement en comparaison de ce qu'on a pu voir justement pendant la période maudite de 2000. En plus de ça, il reste l'immense reste de la cote, parce que les highs, c'est 5% des noms, 30% de la capitalisation de marché des actions US. Une tendance qui n'était pas du tout avec nous il y a 5 ans en arrière. 5% de ces noms-là représentaient 5% de la capitalisation boursière. Et au fur et à mesure que ce secteur s'est mis à croître, il a poussé hors de grands indices comme le MSCI World un grand nombre de noms. Le MSCI World, c'était 1600 titres. Il y a 1600 noms, pardon. Il y a 5 ans, aujourd'hui, ça n'est plus que 1300 noms. Donc il y a des mécaniques d'indices qui montrent que... Voilà, quand une valeur sort du MSCI World, ça ne veut pas dire forcément qu'une autre prend la place. Contrairement au S&P 500, contrairement au CAC 40, contrairement au S&P. Exactement. De l'indice. Exactement. Mais ça sanctionne une progression des profits. On voit ça d'un assez bon œil. Et en plus de ça, il reste une grande partie de la cote qui devrait profiter de cette révolution de l'IA, de gains de productivité. La productivité, elle doit progresser en Europe, elle doit progresser en Chine. Et c'est ça qui fait les earnings, qui fait les profits des boîtes. Donc, quelque part, notre vision est vraiment très simple. Ça consiste à dire, on a déjà suffisamment d'actions américaines au sein des grands indices. On voudrait sortir de cette concentration pour diversifier vers justement ceux qui vont recevoir, ceux qui sont les récipiendaires de ces gains de productivité tirés par l'IA. C'est peut-être naïf, en tout cas en termes de valorisation, en tout cas on y retrouve notre compte, et en termes de carry, en termes de portage, en termes de revenus. Parce que c'est en plus des zones qui vous payent des dividendes. Alors c'est pas vraiment ce qui est à la mode, c'est en 2025, mais nous on imagine que 2026-2027, il y a des thématiques à jouer autour justement de ce portage. Lié aux dividendes notamment. Oui, un secteur bancaire en Europe, rachat d'actions et dividendes, c'est du 9% aujourd'hui. Parlons un peu de l'Europe. Est-ce que nous aussi, on va avoir droit à notre petit momentum de reprise, de réaccélération cyclique, avec notamment une grande question sur ce que peut délivrer l'Allemagne en termes de croissance sur des horizons à aller 12, 18, 24 mois. Je ne sais pas jusqu'où vous regardez avec certitude l'Allemagne aujourd'hui, Véronique. L'Allemagne est un vrai sujet, mais avant de parler de l'Allemagne, parlons de la France. Parce que finalement, je ne veux pas parler de la question budgétaire, mais parlons des résultats économiques qui ont quand même surpris. Plus et qui sont quand même convaincants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir encore du 0,5 le prochain trimestre, mais quand on regarde toutes les enquêtes depuis le début de l'été, les enquêtes dans l'industrie, d'abord, il y a enfin un secteur aéronautique qui délivre, enfin un secteur naval qui commence à délivrer également. Des carnets de commandes, là aussi, c'est du long terme, forcément, mais qui vont clairement dans la bonne direction. Des perspectives de croissance, c'est quasiment, parmi les grands, le seul pays où la hausse des perspectives de croissance est suivie par de la croissance effective de la production. Donc nous, on aime bien, surtout quand il s'agit de la France. Et donc, on passerait ça sous silence si on avait la conviction d'avoir devant nous un budget hyper restrictif, etc., qui vienne casser toute la dynamique, notamment la dynamique domestique et celle des ménages. Or, on voit bien que le budget va être prudent, s'il passe, mais et que finalement, on aura peut-être même un petit soutien du côté de la consommation domestique. Et je pense que réellement, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, quand même, on est allé très loin dans la politique de l'offre en France. Sans doute, à mon sens, un peu trop loin. C'est comme tout, il y a des équilibres à respecter. Et quand vous faites de la politique de l'offre pendant des années, que vous essorez les salaires, eh bien, vous n'avez pas de croissance, surtout si vous venez menacer derrière d'aller sanctionner, d'avoir des hauts impôts ou je ne sais quoi, un budget restrictif. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, des raisons de penser, de croire, décentes, que la France puisse commencer à s'en tirer un peu mieux et à donner des signaux un peu réconfortants. Alors, il ne faut pas l'Allemagne nous tire. Non, juste dans les performances économiques de la France, en lisant des économistes, il y a aussi des dépenses d'investissement dans le logiciel, dans l'information communication, qui se font à un rythme assez soutenu. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas Nvidia et les GPU, mais on investit quand même dans notre dans la technologie au service des entreprises. Et c'est pas nouveau, on est au numéro 2 derrière la Suède en Europe en termes d'efforts d'investissement dans la recherche, l'innovation, etc. C'est toujours un peu flou, un peu vague, mais voilà, on a quand même des données auxquelles on fait confiance. Et cet effort-là continue à se développer, à gagner en ampleur. Donc, je
je pense qu'effectivement, la situation structurelle de l'économie française, enfin structurelle, non, les espoirs conjoncturels sur une amélioration des tendances de l'économie française ont de bonnes raisons d'être là. Maintenant, effectivement. Et pourquoi l'Allemagne viendrait nous tirer vers le bas alors? Non, et d'ailleurs, oui. c'est également un bon point, c'est-à-dire qu'on a réussi cette performance sans l'aide de l'industrie allemande. Toujours à zéro, oui. Qui nous a plutôt tiré vers le bas. Donc c'est doublement bienvenu, me semble-t-il. L'Allemagne, c'est compliqué le retard industriel et la capacité à faire face à la montée de la concurrence chinoise, la déferlante chinoise est extrême. Et l'Allemagne est particulièrement sensible, notamment sur les biens d'équipement. C'est vraiment le secteur qui protégeait l'Allemagne, enfin qui a protégé l'Allemagne, qui a fait toute sa croissance depuis 2005 et qui aujourd'hui est complètement menacé. On ne parle même pas de la métallurgie, mais enfin. Ça, c'est de la faute aux Allemands quand même. Ça fait bien longtemps. La Chine a piégé l'Allemagne à son propre jeu aussi, d'une certaine manière. Exactement. Donc ça, on n'est pas du tout sûr de la manière dont ils vont se dépêtrer de tout ça. Même l'effort militaire, etc., on voit que les dépenses publiques, elles vont quand même pas beaucoup à l'investissement créateur de croissance demain. Les 5 économistes conseillers du gouvernement ont un peu tiré la sonnette d'alarme cette semaine, je crois. Donc c'est plus compliqué. Mais voilà... Merz a des moyens encore et ça finira par venir. Donc vous avez dit, je crois, est-ce qu'on peut un peu être optimiste? Donc c'est vraiment un petit peu. On a quand même du mal à avoir une croissance allemande dans la zone des 1% l'an prochain. On y est plus facilement, peut-être en France. Ça dépend encore dans une large mesure du budget. Bon, il se passe quand même des choses là aujourd'hui, enfin ces dernières heures. Merz, après le whatever it takes, desserrer le verrou budgétaire, qui est déjà un virage quand même par rapport à l'ordolibéralisme allemand historique, qui est déjà un virage spectaculaire. Là, ils vont subventionner le marché de l'énergie pour les entreprises électro-intensives. C'est 3, 4, 5 milliards d'euros de subventions par an, mais c'est aussi quelque chose, enfin, je veux dire, imaginez que l'Allemagne fasse ça, que la France fasse des boucliers dans tous les sens, il n'y a pas de problème à l'imaginer. Là, c'est l'Allemagne quand même. Oui, alors après, ce qui me gêne, c'est que tout ça est beaucoup intégré dans les marchés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dire qu'il y a un plan de relance en Allemagne, je pense que personne n'est surpris et tout le monde est au courant. Et le marché peut avoir, à mon avis, que des déceptions sur l'Allemagne. Il y a beaucoup d'avancées, je suis entièrement d'accord. Pas surpris positivement alors, moi, j'ai un peu peur parce que ce type de plan d'infrastructure, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Oui. Et le marché aime bien quand c'est des sprints. Donc, le problème du marathon, c'est que ça va soutenir l'Allemagne, mais en tendance, très longtemps. Faut mettre les projets en route, et avant que ça commence à porter ses fruits, ça va être beaucoup plus long. Donc, j'ai un peu peur de déception. Par contre, il y a un élément qui me rend très positif, c'est qu'on voit quand même que l'impact des baisses des taux de la BCE joue sur la distribution de crédit. Et ça, pour moi, c'est un indicateur important. Alors, peut-être à tort. Moi, c'est vrai que cette année, je jouais le réveil de la demande intérieure et ça n'a pas été le cas en Europe. Mais je pense que quand même, on a quand même pas mal d'éléments qui sont en train de se mettre en place. On a quand même, la force de l'euro a des inconvénients, mais a des avantages pour la demande intérieure. Faut pas l'oublier. Oui, un euro fort, c'est bon pour la demande intérieure. On achète des produits moins chers. C'est pas bon quand on veut exporter, mais ça, on est au courant. Mais c'est quand même un élément de soutien pour la demande intérieure. On a la baisse des taux. On voit que le crédit commence à véritablement se réveiller. Le marché de l'emploi résiste plutôt bien. Franchement, on n'a pas encore une explosion. Alors ça, c'est moins porteur. On voit que, notamment, on a vu en France que les stats n'étaient pas aussi bonnes qu'il y a encore quelques mois, mais c'est pas non plus un retournement conjoncturel. Donc, moi, je pense qu'entre les effets de taux, les effets de pouvoir d'achat, il y a eu vraiment un traumatisme des Européens lié au choc inflationniste. Et on voit qu'ils n'ont pas pris conscience que les salaires réels progressaient. Et ça a mis du temps dans le consommateur. Autant le consommateur américain est très sensible, réagit très vite, autant le consommateur européen, il épargne. Et peut-être un bruit politique qui empêche aussi de voir les choses telles que vous les présentez. Je dis pas que tout est bon. C'est important. Et c'est pas juste en France. Le bruit politique, il est partout. Il est là. Maintenant, il y a un gros bruit de politique aux États-Unis. Ça n'empêche pas les Américains de consommer. C'est pas le cas en Europe. Mais en tout cas, voilà. Je dirais que pour l'année prochaine, j'ai quand même du mal à pas être optimiste pour l'aspect demande intérieure et je me dis que quand même la BCE, la détente des taux, ça va quand même porter à terme ses fruits, un taux d'épargne élevé. Moi je trouve que la position du consommateur européen, il fait plus rêver que le consommateur américain aujourd'hui. Donc voilà. Il y a 8% de revalorisation, plus de 8% du SMIC salaire minimum en Allemagne. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une question qui se pose, puisqu'on parle de rattrapage peut-être français.
Il y a un vrai rattrapage de la productivité, de la compétitivité française. Oui, 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 ça y Je est, parlais tout ça à l'heure commence, de ça salaires commence, ça peut-être commence, bien sûr. abusivement contraints. En Allemagne, c'est l'inverse. Et peut-être que là, on a une tendance plus durable, des écarts qui redeviennent un peu plus favorables à la France. Bon. Et il faut se rappeler qu'une monnaie forte, c'est aussi une façon de s'encourager vers les gains de productivité. Hein. Enfin, je viens d'un pays. En Suisse, c'est au plus haut, face au dollar depuis, Exactement. Nous, travailleurs suisses, on comprend bien ça sûr, de façon très clairement. Souvenez-vous, l'Europe, 2005, 2006, 2007, un euro fort, des gains de productivité, un marché local qui va bien. C'est une scène qui peut très bien se renouveler. En tout cas, ça fait partie de nos anticipations pour 2026. Hein. Et encore une fois, des actifs qui sont pas très chers. Pas très cher. Et ça, c'est un élément qu'il faut savoir garder en tête et qui verse des dividendes. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Ouais. Donc l'Europe, ça reste un call, une conviction forte pour vous en termes de thématiques d'investissement, avec la partie asiatique aussi, c'est ça Exactement. Europe, Asie, aujourd'hui, ce sont des pôles qui sont, encore une fois, qui n'ont pas encore convaincu complètement la partie de l'investissement qui est peut-être... voilà, il nous manque nos investisseurs retail qui ont un peu de la peine à se convaincre qu'avec tout leur ramadas d'ETF, ils vont pouvoir aller chercher, ou avec nos fonds, ils vont pouvoir aller chercher justement cette valorisation européenne et asiatique. On n'y est pas encore, mais les professionnels, en tout cas, ils ont déjà compris ça. Et la rotation des portefeuilles, elle est déjà en cours de route. Bon, on va parler d'ETF justement dans une seconde. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Yelpo, Lombard-Odier, IM, Véronique Riche-Flores, RF Research et Christian Parizeau, Altair Economics. Comme chaque mois, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous faisons un point sur les derniers développements au sein de l'industrie ETF et nous profitons de l'observatoire ETF qui est réalisé chaque mois par les équipes d'Alteis, Yomoni précédemment, Alteis aujourd'hui et Olivier Maltès, le directeur des investissements d'Alteis, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci de venir avec ce baromètre précieux chaque mois pour déjà nous donner quelques indications sur la dynamique de flux, de collecte et où est-ce que l'argent arrivant dans l'industrie ETF est allé s'investir. Alors on a encore un très bon mois de collecte sur les ETF. On a un peu plus de 32 milliards, 32,4 milliards sur le mois d'octobre. C'est le troisième meilleur mois de l'année. Septembre avait été très très fort. Donc c'est le troisième meilleur mois de l'année. Et depuis le début de l'année, on est à presque 280 milliards de collecte. On ramène ça à l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année, on était à 255. Donc, ça fait un bout de temps déjà qu'on a battu le record. Donc là, les 300 milliards, a priori, sauf accident, devraient être atteints d'ici la fin de l'année sans trop de problèmes. Donc, c'est encore une très bonne année et c'est encore un très, très bon mois d'octobre, globalement, en termes de collecte. Une année très action aussi, on peut le dire. Une année très action, comme souvent. Alors, on a 23 milliards sur les actions de collecte sur le mois d'octobre. Ça fait 210 depuis le début de l'année, contre, au même moment, sur octobre, 157 l'année dernière, qui était vraiment l'année record jusqu'à présent. Ça a été un mois aussi obligataire, 14 milliards et demi, c'est relativement important quand même par rapport à la moyenne globalement. Là, on est à 59 milliards depuis le début de l'année, et là, comme référence, je ne vais pas prendre 2024, mais 2023, qui après la hausse des taux de 2022... avec grande désinflation. Exactement, avec une forte collecte globalement sur le marché obligataire et également sur les ETF. Et donc là, 2025, on est à 59 milliards pour l'instant, et à octobre 2023, on était à 52 milliards et demi, donc on a dépassé aussi l'année record pour l'instant côté obligataire. Donc des fortes collectes. Une des collectes, alors que le mois de septembre, il y avait des fortes collectes sur les matières premières. Et là, on a une décollecte supérieure à 5 milliards globalement, vraiment focalisée sur l'or. On a 4 milliards 7 de rachats sur l'or sur le mois, dont 1 milliard 4 sur un seul ETC. Donc c'est vraiment très, très, très fort. 450 millions de rachats aussi sur l'argent. Donc on voit que les métaux précieux, mais en général, évidemment, l'or, beaucoup décollecté sur le mois d'octobre. Sur le pétrole, on a 150 millions de souscriptions, donc des petits volumes, plutôt à la hausse, mais vraiment très faibles. Donc un gros mois de rachat sur les matières premières, après un gros mois de souscription qui était un peu étonnant le mois précédent, mais globalement, voilà, donc on a des fortes décollectes sur l'or. C'est un mois où ça avait un peu ralenti, la hausse de l'or depuis le début. Mais il y a eu un petit d'arrêt quand même. Là, du coup, c'est sorti assez massivement côté ETC dans l'univers. Même si l'argent, je crois, battait encore de nouveaux records hier
$53 l'once environ. Sur la partie action, qu'est-ce qui intéresse là dans ces 23 milliards de collecte du mois d'octobre, Olivier? Alors on a essentiellement, comme souvent, les grandes capitalisations, donc américaines et mondiales. Ça, c'est toujours les flux ETF se portent toujours sur ces grosses capis-là. L'émergent, c'est à noter, reste toujours soutenu en termes de collecte. Je pense que ce sera une tendance de l'année globalement. L'émergent, là, on a un retour des grandes capitalisations japonaises sur le mois. Et en termes sectoriels, la tech sur le mois d'octobre, alors novembre sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas sur octobre, la tech a fortement collecté globalement sur le mois. Donc quelque chose de relativement habituel, une poursuite sur l'émergent et puis le retour de la tech sur octobre. Sur la décollecte, par contre, alors là c'est très très centré petite et moyenne capitalisation globalement. Alors d'abord les petites et moyennes capitalisations allemandes, les moyenne capitalisation américaine aussi ont décollecté fortement. Les petites capitalisations sur la zone euro, qui n'arrivent pas à collecter et qui décollectent. Sur le terme sectoriel, ce qui est intéressant, c'est que les financières ont décollecté sur le mois d'octobre, alors qu'elles avaient fortement collecté sur le mois de septembre. On a des bonnes performances globalement. Ah bah oui, ça reste un secteur fort et leader chez nous en Europe. Donc décollecte sur les ETF. Et puis sur l'immobilier de la zone euro aussi, on a vu des décollectes, les actions liées à l'immobilier vraiment sur la zone euro. Sur les small cap allemandes, par exemple, on parlait du plan de relance allemand là juste avant dans l'émission. C'est quoi? On peut mettre ça sur le compte de prise de profit. Le MDAX, ça fait 15-20% peut-être cette année. C'est un peu cette logique-là, semble-t-il. Certainement. Et puis, il y a eu un retour globalement aussi un peu en termes de perte des actions européennes qui ont fait un bon parcours depuis le début de l'année par rapport aux US. Donc, il y a certainement une prise de profit et puis l'idée de prendre un peu moins de risques. Mais en tout cas, voilà, c'est assez notable. Et on voit globalement, c'est vraiment grosse capitalisation. Et puis, petite et moyenne capitalisation, ça c'est mondial. On le voit sur la zone euro, sur les US et donc en Allemagne aussi fortement. C'est un mouvement relativement important sur le mois d'octobre. Sur la partie obligataire, qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail, Olivier? Partie obligataire en termes de souscription, donc les obligations corporate de la zone euro globalement, y compris sur le high yield. Et côté souverain, c'est surtout US et c'est surtout des durations courtes globalement. Peut-être pour jouer encore sur octobre, l'idée de la pontification par la baisse, par la partie courte de la courbe, je vais y arriver globalement. Donc on voit ça, donc c'est entreprise côté zone euro, y compris sur du high yield, et par contre souverain, c'est plutôt sur la zone US et c'est plutôt sur les maturités relativement courtes sur octobre. On décollecte le high yield par contre au niveau mondial, donc ça collecte en zone euro, mais ça décollecte au niveau mondial, et les obligations américaines indexées sur l'inflation aussi, donc peut-être là aussi qui décollecte. D'accord. Je suis en décollecte et le souverain en GBP globalement aussi a décollecté. Petite situation toujours un peu spécifique au Royaume-Uni, quoique d'autres pays sont concernés par des questions budgétaires aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a vu encore un peu de pression sur les actifs britanniques aujourd'hui, et notamment sur la partie obligataire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la thématique ESG? 25 n'aura pas été une grande année pour la collecte autour du thème ESG, actions et obligations comprise. Non, mais globalement, quand même, ce qu'on voit, c'est que ça va un peu mieux sur octobre. Là, on est sur le 6e mois consécutif de collecte positive. Donc, on se satisfait de ce qu'on a, globalement. Mais par contre, c'est quand même une forte collecte. Et c'est la meilleure collecte depuis mai 2024. Alors, forte collecte, il faut mettre en relatif. Mais depuis mai 2024, c'est le meilleur mois. Et on se retrouve avec une collecte au global, action-obligation, qui est supérieure à la part de marché. Donc, la part de marché a fortement baissé depuis 2022. Mais globalement, là, on recollecte. Donc, on va refaire, si on continue sur cette tendance-là, on refera monter globalement la part de marché. Ce qu'on voit, c'est que c'est à 11% sur les actions. Donc là, on est en dessous vraiment sur l'action, toujours sur la part de marché globalement. Mais sur l'obligataire, on est à 37%. Et comme il y a eu pas mal de collectes obligataires globalement. Et c'est lié à quoi? Nouveaux produits mis sur le marché? Oui, et puis les filtres. Alors sur l'obligataire d'entreprise, c'est relativement facile aussi de faire des filtres. Et puis les écarts de performance, ils se voient surtout, c'est les parties actions globalement. Donc je pense que les investisseurs font attention sur la partie action, sur le côté, le prisme ESG en termes de perf, moins sur le côté obligataire. C'est ce qui explique cela, mais en tout cas, on revoit un regain d'intérêt, alors encore limité, mais 6e mois quand même consécutif de collecte positive sur le ESG. Ça fait du bien globalement pour les performances qui ont beaucoup souffert. À suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement peut-être du classement des émetteurs par encours géré, bien sûr, et par encours collecté au cours du mois d'octobre? Donc BlackRock premier toujours évidemment, donc un peu de 11 milliards de souscriptions, donc légèrement en dessous par contre de sa part de marché, alors que le mois de septembre avait été bien au-dessus des parts de marché. Amundi a récupéré la 2e position, ce qui est logique en termes d'encours globalement, mais là en termes de collecte aussi, avec là pour le coup une
collecte supérieure à 20% de part de marché, donc supérieure à la part de marché d'Amundi, donc un très bon mois, hein. Ils sont plutôt à 13% en gros en part de marché en Europe. Donc là, ils collectent pour 20% des flux. UBS se retrouve 3e, donc ils sont 7e en termes de collecte depuis le début de l'année, donc ils font un bon mois d'octobre avec un 3e. Vanguard, qui est le 3e depuis le début de l'année, lui, qui a la 6e position. Et puis on peut noter que globalement, hein, sur les 10 plus gros émetteurs, BNP perd une place qui est repris par HSBC. D'accord. Globalement. Donc. Un mot des ETF actifs, parce que ça fait partie justement du nouveau segment qu'on suit avec vous depuis quelques mois maintenant. Oui, on les suit depuis la rentrée. On fallait quand même les suivre parce qu'on entend beaucoup parler. Ce qu'on a vu, hein, ce qu'on a déjà partagé ensemble, c'est qu'en termes d'encours, c'est très faible. En termes de flux aussi, globalement, ce mois-ci, par exemple, sur le 10% des flux. Un peu moins de 10%, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne annuelle. Non, c'est au-dessus de la moyenne annuelle. En termes d'encours, il faut avoir en tête que ça représente un tout petit peu plus de 3% globalement, hein, sur les encours actifs. Par contre, et on le verra après peut-être sur les produits, on voit qu'il y a des lancements, par contre, relativement importants. Et lorsqu'on regarde, c'est un peu, donc là, c'est 1,7 milliard globalement de collecte à la fois sur les ETF actions actifs et ETF obligataires actifs. Ce qui veut dire qu'en gros, on a encore une part de marché, une collecte qui est plus importante sur l'obligataire. On est à 9% sur l'obligataire, 7% sur les actions environ. Un peu comme le SG, hein, ça collecte plus sur les segments un peu différents sur l'obligataire. Ça se voit aussi sur les encours, c'est ça que je trouve assez intéressant. Donc une collecte qui reste relativement faible, mais qui est là, qui dure globalement. Donc à voir si la tendance se poursuivra. À quelle part de marché ces ETF actifs peuvent atteindre effectivement dans un rythme de croisière. Venons-en aux nouveaux produits ETF lancés sur le marché là au cours des dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a intéressé spécifiquement Alors, globalement, on a 17 lancements sur le mois, 17 nouveaux produits sur le mois d'octobre. Donc c'est un mois relativement sérieux en termes de solide. C'est solide. 13 actions, 3 obligataires et un ETC sur les matières premières. Donc toujours 13 actions. On a un seul ETF ESG, donc qui prend en compte des contraintes extra-financières. Alors qu'on a vu longtemps, hein, toujours beaucoup d'ETF lancés qui continuent d'être lancés. ESG, et 4 ETF actifs. Donc on voit peut-être la tendance en termes d'innovation se déplace progressivement. Et ce que je trouve intéressant lorsqu'on regarde un peu les ETF et notamment sur la partie action, c'est que ce soit actif ou que ce soit passif, ça se complexifie toujours de plus en plus et ça se segmente toujours de plus en plus. Si on prend JP Morgan par exemple, ils ont lancé 2 ETF actifs avec des options à l'intérieur du coup de leur investissement action, de manière à essayer de protéger globalement les portefeuilles. On a Deutsche Bank, donc là on n'est pas sur de l'actif, mais Deutsche Bank a lancé par DWS 3 ETF qui sont l'univers d'investissement de départ et le S&P 500, et ensuite ils vont se concentrer un peu plus. Donc ils vont avoir un ETF qui va rechercher ce qu'ils appellent le GARP, un Gross at Reasonable Price, donc entre le gros et le value, donc du gros pas trop cher, donc à prix raisonnable. Donc là ils vont prendre 100 valeurs parmi le S&P 500 qui vont permettre d'aller chercher des valeurs de croissance avec des prix relativement raisonnables. 50, donc là c'est encore plus concentré, hein, ils prennent les 50 valeurs qui ont le plus de leadership, donc qui sont vraiment le plus... Les best in class, quoi. Exactement, par rapport à leur secteur, hein, donc ils sont vraiment en domination sur leur secteur d'activité, et puis 100 qui vont regarder plus la résilience des taux de dividendes de distribution, donc des stratégies qui sont normalement un peu plus défensives globalement, puisqu'on va rechercher plus de l'income qu'autre chose. Donc c'est pareil, hein, ça se segmente plus. Donc là, c'est du passif. De plus en plus spécifique, quoi. Exactement. Et sur le côté obligataire, 2 choses que j'ai trouvées intéressantes. Un ETF qui a lancé un ETF obligataire, donc souverain mondial actif. Donc voilà. Et DWS qui a lancé un produit donc Sukuk, donc sur la finance islamique, qui permet du coup d'avoir un profil similaire à de l'obligataire sans toucher des intérêts liés au passage du temps. Vous savez, hein, c'est interdit du coup dans la loi islamique. On ne peut pas bénéficier uniquement du passage du temps. Et donc il y a des instruments spécifiques qui permettent de ne pas rémunérer les intérêts. Exactement. Donc c'est fait avec de l'investissement sur les matières premières, parce que ça c'est autorisé évidemment pour permettre le développement des matières premières et de l'agriculture globalement. Donc ça s'appuie sur ces techniques-là, et donc un ETF vraiment spécifique sur les Sukuk, donc obligataire qui respecte la finance islamique. Bon, quel est votre état d'esprit là en tant que gestionnaire justement, Olivier, enfin plus que votre état d'esprit, la conduite des investissements pour le compte de vos clients, qu'est-ce qui bouge? Nous, alors ça fait plusieurs mois qu'on a remis progressivement du risque et qu'on continue là à remettre un petit peu de risque en ce moment. Donc quand on remet du risque, ça veut dire que sur un profil équilibré 50-50 normalement sur du long terme action-obligation, on passe à 55 en action, hein, donc on monte progressivement. On pense que globalement la fin d'année devrait bien se passer et que c'est
peut être l'opportunité là de faire profiter un peu des tensions qu'on peut voir par moment sur les marchés. On pense que les volumes seront là, on pense que la Fed est quand même très active, elle a arrêté son QT relativement rapidement aussi, donc on pense que ça devrait bien se passer. En termes sectoriels, on a un biais depuis un mois sur la santé globalement mondiale, notamment parce qu'il y a eu des accords, et puis il y a eu des accords globalement, donc on se dit que... La levée des incertitudes. Exactement, lever les incertitudes. S'il y a un peu de rotation, pour l'instant ça se passe bien, mais ça pourrait continuer. Et côté obligataire, on essaye de réduire un peu la duration, globalement, d'être un peu plus sur la partie courte, parce qu'on pense qu'il y a quand même un peu plus à prendre, notamment aux US, sur le fait que les taux pourraient continuer de baisser. C'est un peu le positionnement global qu'on a, donc plutôt confiant sur cette fin d'année, même si par moment, évidemment, donc on reste très tech, même si la tech peut bouger un petit peu, on n'est pas inquiet plus que ça, côté bulle ou côté valorisation pour l'instant. Merci beaucoup Olivier Maltès qui vient nous voir chaque mois avec cet observatoire ETF, le directeur des investissements d'Altéis.